Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire Les mercredis d'un tourisme. Notre sujet du jour, l'impact des activités de pleine nature sur l'environnement, a été travaillé avec Karine Montet de Dôme Tourisme et Juliette Thévenard de l'Office de tourisme Pays de Gex et sa station Montjura. Les activités de pleine nature connaissent aujourd'hui un essor important. Vélo, VTT, randonnée, trail, baignade, paddle ou canoë sur les lacs ou les rivières séduisent chaque année de plus en plus d'adeptes. Cet engouement confirme une chose, que l'on entend souvent, la nature est à tout le monde. Mais si elle est à tout le monde, alors chacun a aussi un rôle à jouer pour la préserver. C'est une conviction que nous portons à un tourisme, notamment à travers la filière outdoor. Pour discuter du développement de ces activités tout en respectant l'environnement dans lequel elles se pratiquent, nous recevons aujourd'hui Madeleine Abry, chef de projet ingénierie montagne au département de l'Ain, pour nous présenter la charte départementale des événements sportifs de pleine nature dans les montagnes de l'Ain. Puis nous accueillerons Julien Ruel, chargé de mission loisirs et sports de nature au Parc naturel régional du Haut-Jura, pour nous parler du programme Quiétude Attitude. Et nous entendrons les retours d'expérience de Mélissal, organisateur d'événements dans le budget, et de Cyprien Tardieu, responsable de la lutte contre les espèces exotiques et envahissantes à la communauté de communes de la Dôme. Merci Madeleine, Julien, Mehdi et Cyprien pour l'élan spontané avec lequel vous avez accepté notre invitation. Avant de vous laisser la parole, quelques rappels d'usage. Le webinaire durera 1 heure. Vous pouvez poser vos questions en utilisant l'onglet chat et nous prendrons un temps à la fin des présentations pour répondre à vos interrogations. Ce webinaire est enregistré et un replay sera diffusé à la suite de la session. Merci de couper vos micros de façon à éviter toute interférence. Encore merci pour votre participation. Je laisse la place à Madeleine pour démarrer notre sujet du jour. Madeleine, tu peux partager ton écran. Je vais peut-être retirer mon... Alors voilà, c'est OK. Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai partagé. Est-ce que c'est bon, Ouais, Patricia, c'est tu peux me bon. dire, c'est tout bon? Ok. Ouais, c'est tout bon, on voit bien. Super. Eh ben, merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Madeleine Abry, chef de projet ingénierie montagne au département de l'Ain. Donc, je travaille plus particulièrement en collaboration avec les 5 EPCI qui ont été définis pour intégrer la stratégie montagne de l'Ain. Donc, Bugey Sud, Bugey Sud au Bugey, UC-Rhône, Terval-sur-Rhône et le Pays de Gex. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus dans le détail la charte des événements sportifs de pleine nature et donc en lien avec la biodiversité. Tout d'abord, en fait, cette charte, elle émane d'un constat. Donc, je vous ai donné quelques éléments que vous connaissez sûrement, hein, mais sur la pratique des activités physiques et sportives. Il y a un baromètre qui avait été publié en 2025, donc les chiffres sont assez récents et assez fiables du coup. Donc sur 61% des personnes qui pratiquent une activité physique et sportive régulièrement, donc au moins une fois par semaine sur les 12 derniers mois. Et puis également que près d'un Français sur deux pratique principalement ces activités en plein air. C'est pas une surprise, hein, comme je vous le disais. Et puis du coup sur vraiment, donc là on est sur l'activité plutôt pratique de loisirs, récréative ou touristique, et après sur l'aspect plus compétitif ou lié à une manifestation. Donc toujours par le baromètre INJEP. Donc là sur ces mêmes pratiquants, il y en a 23% qui ont participé à une manifestation sportive. Et un fait qui peut être intéressant, c'est que le lieu de compétition se trouve le plus souvent à proximité géographique du lieu de résidence du compétiteur. Donc là, ça faisait écho aussi à des notions qu'on va aborder tout à l'heure.
quand on se dit, bon voilà, c'est proche de l'habitation, ça veut dire que potentiellement on peut peut-être connaître des gens autour qui vont participer également à cet événement, donc favoriser le covoiturage, voire même, alors là, après, c'est à l'appréciation de la personne, parce qu'on sait qu'en tant que compétiteur, on essaye aussi de s'économiser, mais vraiment en fonction du lieu de la compétition, ça peut peut-être aussi être un moyen de s'y rendre en mobilité douce ou autre. Voilà, ça c'était une petite aparté par rapport aux thématiques qu'on va développer par la suite. Et puis également quelques chiffres d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Donc, les éléments, donc là dans le lien pro, c'est marqué 2020, mais c'est bien des éléments qui ont été publiés en 2025 également. Que la France est devenue le premier organisateur de courses au niveau mondial et que au niveau des régions, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui en organise le plus. Et puis, en fonction des différents départements, donc c'est le département de l'Ain qui en organise environ 12%, ça fait à peu près 95 événements organisés par an sur les 800 environ qui sont organisés en Auvergne-Rhône-Alpes. Le département en organisant le plus, c'est le département de l'Isère qui a environ 130 événements par an. Mais voilà, c'est en tout cas pour du trail, c'est assez conséquent. Alors on est sur voilà, soit des petits trails communaux sur une commune ou sur 2-3 communes, que sur des grands événements, mais ça fait quand même plus de 90 sur le département à l'année, donc c'est assez conséquent. Donc, quand on comprend tous ces éléments qui sont au niveau national, régional ou départemental, donc il y a un contexte qui est assez propre pour le département de l'Ain, du coup, c'est que ce territoire, il est attractif, de par, comme on vient de le dire, la multiplication des événements sportifs. Aussi, alors je ne l'ai pas noté là, mais en lien avec la stratégie montagne de l'Ain que je pilote, la stratégie montagne de l'Ain, en fait, elle vise à accompagner les territoires qui sont supports de sites de montagne, support de sites alpins et ou nordiques, dans la diversification de leur activité économique, du coup, et de leurs activités tout court. Et donc, cette diversification, elle peut passer par plusieurs axes, mais quand elle passe par les activités de pleine nature, forcément, du coup, elle entraîne aussi tout son territoire dans de la mise en œuvre de ces activités et donc de l'attractivité de ce territoire-là. Donc sur le département de l'Ain, tout cela, ça amène aussi à une pression sur les espaces naturels, donc ces pressions qui peuvent causer des désagréments sur la biodiversité. Et puis également, on a des activités qui peuvent engendrer des difficultés d'exploitation pour les acteurs du territoire. Alors, pour citer de manière assez spontanée, on peut penser aux alpagistes. Et si on pense par exemple voilà, au massif du Grand Colombier, c'est vrai que c'est un massif qui attire de plus en plus, qui a été mis en lumière par le Tour de France notamment, sur lequel on va avoir des cyclos, alors qui sont pour l'instant sur route, mais on a aussi des trails qui se développent. On a des demandes de courses sur route qui se développent. On va sûrement avoir quelques parcours trail qui vont se développer. On a les parcours VTT qui sont rattachés à l'espace VTT qui sont développés. Donc voilà, on a quand même un point névralgique en termes d'activité de pleine nature. Et en parallèle, on a des alpagistes, donc il y a une activité économique qui est liée aussi à ce site. Et donc l'idée, c'est bien de concilier ces différents usages et d'amener à une cohabitation qui soit sereine et apaisée. Donc pour tout ça, en fait, il a été décidé pour cette bonne cohabitation d'accompagner, on va dire, les différents acteurs du territoire. Et donc ça a amené à la création de la charte. Alors, la charte, on va dire que c'est l'outil, ça aurait peut-être pu prendre une autre forme. En tout cas, c'est celle qui nous semblait dans un premier temps la plus pertinente. Donc cette charte, on a décidé de la construire et de la co-construire avec tous les acteurs qui nous semblaient importants, puisqu'ils sont associés soit à la partie événement, soit ils sont support de l'événement, etc. Donc, il y avait le département, l'État, les différentes collectivités, les gestionnaires de sites, des pratiquants et puis des acteurs du territoire représentant les activités économiques de ce territoire. Donc, ça vise à la fois à encadrer l'organisation des événements afin de limiter l'impact
et d'anticiper les pressions liées à la fréquentation croissante et d'éviter les conflits. Comme je disais, dans le département de l'Ain, il y a une augmentation de cette pratique et de ces événements sportifs. Il peut y avoir quelques désagréments, quelques impacts qui sont déjà notés, mais on ne se retrouve pas non plus, voilà, on n'a pas un d'écueil récurrent sur les dégradations qu'il peut y avoir ou les déchets, etc. Donc on est plutôt dans une bonne cohabitation jusqu'alors. Mais par contre, il faut effectivement qu'on puisse cadrer tout cela et qu'on évite les débordements, entre guillemets, hein, qu'on évite que la situation ne soit plus maîtrisée. Et donc, l'idée de cette charte, c'est aussi d'anticiper tout cela, de pouvoir donner un cadre et d'être dans une idée de collaboration, d'accompagnement, plutôt que d'arriver à une situation qui soit trop conflictuelle et que là, on arrive dans des interdictions ou dans des sanctions. Donc cette charte, en fait, elle s'est appuyée sur ce qui peut se faire déjà sur d'autres territoires, alors notamment en lien, il y a donc Julien qui prendra la parole par la suite. Les parcs sont quand même assez précurseurs sur ces sujets-là, donc il y a eu des échanges avec aussi la partie Jura, la partie Vercors, Vanoise et autres, également en Isère et en Savoie pour un petit peu comprendre leur fonctionnement. Et puis du coup, donc on s'est attaché dans cette charte à avoir un petit peu un cadre organisationnel. Donc c'est l'idée pour les organisateurs de les accompagner dans la date de l'événement, donc afin de respecter les différentes périodes qui sont sensibles pour la faune et la flore. Et puis pour bien sûr cohabiter avec les activités agricoles et forestières. Et enfin éviter la concurrence avec les autres événements, ce qui nous semble quand même important puisqu'on a différents territoires. On a quand même une forte concurrence avec les départements alentours. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir faire ça de manière assez intelligente et de pouvoir que chaque territoire puisse en profiter et pas être en concurrence les uns des autres. Et puis dans ce cadre organisationnel, c'est de choisir des points de départ et d'arrivée en dehors des milieux sensibles pour respecter un petit peu la biodiversité. Et puis après, il y a une partie plus sur les principes environnementaux. Et donc là, c'est en lien avec tout ce qui est balisage, gestion des déchets, consommation durable, réduction des déplacements, la sensibilisation du public à l'environnement et le respect des réglementations et des espaces naturels. Donc en fait, cette charte, vous allez la retrouver sur le site du département de l'Ain. Cette charte, elle a vraiment vocation à accompagner les organisateurs d'événements et à la fois aussi les collectivités, alors principalement les communes, je dirais, puisque les intercos, elles ont participé à l'écriture de cette charte, en tout cas, donc elles connaissent plutôt bien la charte, mais ce serait aussi pour les communes. Voilà, on a quand même de nombreuses petites communes en France qui ont parfois peu d'employés communaux. Donc qui n'ont pas forcément le temps d'accompagner pleinement les organisateurs ou qui n'ont pas forcément les connaissances pour les accompagner. Donc ce document, il est là en support, en soutien. C'est un outil en fait pour aussi bien les organisateurs que pour les collectivités. Et en parallèle, ce document, c'est vraiment un document qui vient, comme je disais, donc à accompagner. C'est là pour aider la montée en compétences, pour orienter vers les bons interlocuteurs et les bons partenaires. Et à aucun moment, c'est un document qui va être coercitif, qui va venir sanctionner. On est bien voilà, dans l'idée de faire quelque chose en bonne intelligence, de faire au mieux pour notre territoire, de à la fois pouvoir pratiquer des activités sportives, mais préserver notre territoire, les activités économiques et autres. Et donc, on essaye de construire ça ensemble et pas de venir sanctionner et punir les organisateurs des événements. Du coup, j'ai encore quelques minutes, Patricia, pour entrer en plus en détail dans la charte. Je remets le micro. Oui, oui, tu peux. Vas-y. Oui, parfait. Du coup, sur la charte en elle-même, donc vous pouvez, comme je disais, la retrouver sur le site du département de l'Ain. Elle est accessible à tous. Alors, actuellement, en fait, elle a été signée par les territoires qui sont rattachés à la stratégie montagne de l'Ain. Il y a mon collègue Robin Incaté qui est en visio, qui du coup est chargé d'activités de pleine nature également au département et qui lui a une vision plus globale du coup, qui pourra aussi échanger avec vous puisqu'on a travaillé de manière transversale sur ce sujet-là.
Et l'idée à terme, c'est quand même d'étendre cette charte à l'ensemble du département pour qu'il y ait une cohérence sur tous les territoires. Donc tout ce que j'ai pu vous dire, vous allez le retrouver globalement dans ce document. Quand je parlais de la date de l'événement, en fait, on a essayé de mettre en lumière les enjeux. Donc forestier, incendie, chasse, voilà. On a essayé d'en répertorier le plus possible. Alors c'est peut-être pas exhaustif, mais en tout cas on a essayé d'être le plus exhaustif quand même. Et avec des niveaux d'enjeux différents pour flécher des périodes qui vous semblent les plus opportunes pour l'organisation d'un événement. Ensuite, on a donc, comme je disais, les points de départ et d'arrivée, où là, en fait, encore une fois, on est sur de la préconisation, en se disant qu'il faut que ces points de départ et d'arrivée, ça semble hyper logique, hein, mais voilà, c'est aussi bien parfois de le répéter, qu'il faut que ça soit proche des commodités, des transports en commun, justement pour faciliter l'utilisation de ces transports et qu'il y ait de moins possible de voitures individuelles. Donc ça, c'est des petits points qui sont rappelés. Sur le parcours aussi, on a mis quelques éléments parce qu'on a quand même une forte sensibilisation de la part de la DDT, notamment sur la transmission et la mise à disposition des traces GPX. C'est vrai que pour les événements, du coup, il y a quand même des parcours qui passent sur des propriétés qui peuvent être privées ou dans des zones à enjeu où il y a une autorisation, on va dire, qui est exceptionnelle pour cet événement. Et donc, le partage permet l'accès à tous. Et donc, les gens qui n'auraient pas connaissance de ces différentes dispositions se rendraient sur le parcours à d'autres dates. Donc, voilà, il y a un chapitre un petit peu sur la partie parcours. Il y en a également sur le balisage, tout ce qui est en lien avec le balisage pour pas que c'est d'impact, en lien avec aussi le balisage sur des zones qui soient proches de zones de troupeaux, pour avoir un balisage avec une matière qui soit particulière, sur les événements qui sont nocturnes, pour pas avoir d'impact sur le milieu et du coup sur la faune, sur les événements nocturnes. Voilà, donc c'est assez complet. Peut-être qu'il y a des choses encore qui peuvent aller plus loin. Si c'est le cas et si vous avez connaissance de dispositifs qui existent, n'hésitez pas à nous le faire remonter. L'idée de ce document aussi, c'est qu'il soit mis à jour chaque année sur ce qu'il est possible peut-être de faire pour aller plus loin. Également, à la fin, je vais vous le présenter, il y a une partie contact, donc forcément, ça, on le mettra à jour. Voilà, et donc après, je vais passer rapidement donc, sur le ravitaillement. On a une partie sur la gestion des déchets. La sensibilisation à l'événement, ça nous semble aussi important que vous puissiez effectivement mettre en œuvre, que vous puissiez demander aux organisateurs qui mettent en œuvre, ou vous, avec vos services en interne, si vous avez des services qui sont en capacité de mettre ça en place, des petits stands, parce que pendant un événement sportif, on a quand même le pratiquant, le sportif, mais aussi avec sa famille. Et donc, de sensibiliser ces personnes-là, ça peut être aussi dans ces moments-là, on les touche plus quand ils sont dans leur milieu de pratique. C'est un point important. Il y a un point également sur le transport. Et puis, sur l'amélioration continue, l'idée, c'est effectivement d'être dans l'amélioration continue. On ne va pas demander à un nouvel organisateur, une petite structure qui veut se lancer, de mettre tout en œuvre par rapport à ce document. L'idée, c'est de mettre le plus de choses possible, on est bien d'accord, mais en fonction aussi des moyens humains et financiers, on est bien réaliste par rapport à cette situation-là. Les bénévoles, c'est pas facile à trouver, les financements, ça l'est pas non plus. Donc voilà, parfois on est limité aussi par ces choses-là. C'est pour ça aussi que ce document-là, les collectivités et nous, départements, on essaye de vous accompagner pour trouver aussi des solutions pour mettre ça en œuvre, pour trouver peut-être des partenaires pour répondre au plus de critères possibles. Et puis, donc, comme vous le savez, sur le parcours en lui-même, on peut croiser, entre guillemets, se retrouver dans de nombreuses zones avec des particularités ou des sites naturels. Donc, tous ces sites ont été répertoriés. Donc, encore une fois, là, on est sur la partie stratégie montagne. Donc, vous n'allez peut-être pas retrouver les zones particulières à votre territoire dans un premier temps.
Ça permet de donner une première explication. On a aussi donné l'échéancier de la démarche de concertation parce que parfois, voilà, les dossiers arrivent en préfecture un peu tardivement ou même les concertations qui pourraient avoir lieu auparavant n'ont pas été menées. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de remettre tous ces éléments de calendrier. Et puis à la fin, surtout l'annuaire des contacts, parce que comme on l'a vu par rapport aux différents espaces et sites sensibles ou naturels, il faut contacter toutes ces personnes-là. Donc on a pris attache avec ces personnes pour avoir les différentes coordonnées. Voilà, l'idée c'est d'aller dans une démarche, comme je disais, de concertation, que vous puissiez orienter les organisateurs vers les mêmes personnes. Surtout, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire des réunions assez rapidement pour présenter le projet. Si vous avez déjà si les organisateurs ont déjà des idées de parcours qui puissent déjà faire une première projection pour qu'on puisse ensuite les orienter sur les différents organismes à solliciter. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Madeleine. Ben, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans l'onglet conversation. Il y en aura peut-être qui viendront un peu plus tard. Du coup, on va passer à Julien pour sa présentation du programme Quiétude-Attitude. Oui, Julien. bonjour à toutes et tous. Je vais partager mon écran. Voilà, ouais. Ça charge. Ça a l'air de charger, mais c'est un peu long. Il n'y a pas une grosse connexion ici sur le Haut-Jura. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est bon, tu peux y aller. Alors, bonjour à toutes et tous. Du coup, merci Madeleine. La transition est quasiment toute faite par rapport à ce programme Quiétude-Attitude que porte le Parc naturel régional du Haut-Jura. On va reprendre un petit peu de hauteur par rapport à cette dimension d'événements sportifs. Vous allez voir que le programme Quiétude-Attitude aborde aussi ce sujet-là. Quelques éléments de contexte auparavant. Donc moi, je suis chargé de mission loisirs et sport de nature depuis 2019 au PNR du Haut-Jura. J'ai travaillé 10 ans en office de tourisme auparavant. Le PNR du Haut-Jura s'étend sur 3 départements. L'Ain, le Jura et le Doubs. Sur la partie 1, 3 EPCI sont partie prenante du territoire du parc. Au budget agglomération, Tervel-Rhône et puis Pays Gex agglomération. Voilà. C'est une petite partie du parc, mais pas négligeable non plus. Juste à rappeler que le PNR, donc les parcs naturels régionaux, le parc naturel régional n'est pas un outil réglementaire, d'accord? On n'a pas de réglementation propre. Il y a encore beaucoup de confusion dans la tête des gens. Un PNR est un projet de territoire qui est régi par une charte d'adhésion par les communes, départements, régions, et qui, on va dire, définit les grandes trajectoires, les grandes orientations de développement du territoire. Il n'y a pas qu'une notion de conservation, il y a une notion aussi de développement économique, touristique, agricole. Bien sûr, un volet protection environnementale, mais pas que. Voilà, c'est important de le préciser. Autres éléments de contexte, bon, Madeleine en a déjà abordé quelques-uns, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est quand même important de les avoir en tête pour bien Julien, comprendre. est-ce que je me permets de te couper? Est-ce que ce serait possible de mettre ta présentation en diaporama? Ouais. Ce sera plus, pardon. Merci. Voilà, c'est mieux. Du coup, voilà, pour vous situer un petit peu le contexte national, Madeleine en a déjà un petit peu parlé. 36% des activités sportives se font en plein air et en milieu naturel. On a un chiffre assez astronomique de randonneurs en France. Alors, les sources, c'est la Fédé de Rando, donc ces chiffres sont peut-être même encore un peu bas, mais 27 millions de randonneurs en France. Un autre élément important qui est plutôt issu d'une étude plus locale sur le Mont d'Or, c'est une thésarde, Léa Gruas, qui a réalisé ce travail. Ce chiffre de 43% des pratiquants de sport de nature qui n'ont pas conscience ou peu conscience des impacts du dérangement lié à la pratique. Donc c'est un chiffre qui est intéressant. Et puis ces chiffres-là sont largement influencés par les évolutions sociétales, toutes les valeurs aussi que peuvent représenter tous ces espaces naturels. Je vous en ai mis quelques-uns sur la diapo. Et on va dire un intérêt grandissant de ces effets du ressourcement en pleine nature depuis notamment la crise Covid.
Et puis, on a aussi des évolutions. Donc, ces évolutions sociétales sont aussi accouplées aux évolutions technologiques. On a de plus en plus d'outils qui nous permettent d'évoluer, on va dire, entre guillemets, et je mets des guillemets, facilement dans les espaces naturels. On a des nouveaux pratiquants aussi qui fréquentent ces espaces naturels, qui n'ont pas forcément les bons codes et les bonnes pratiques dans ces espaces-là. Voilà, tout ça fait que les loisirs et sports de nature dans les espaces naturels sont largement en augmentation. Et ce, on va dire, toute l'année. On assiste à une réelle désaisonnalisation des activités, là où avant, on avait plutôt des activités hivernales liées à la neige, des activités plutôt estivales. Aujourd'hui, on a, par un certain nombre de facteurs, des pratiques toute l'année, plus courtes, sous la forme de week-ends, des switches aussi entre activités qui font qu'on a du monde tout le temps dans les espaces naturels. Je vous le fais de manière très très rapide parce que je pourrais passer 3 heures sur ce sujet-là, mais voilà, c'est un constat, c'est un fait. Et du coup, ces activités de loisirs, elles sont un élément clé dans la notion de juste équilibre de ces espaces-là. Alors, à la fois dans la manière dont on les organise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des activités qui sont inorganisées ou organisées de manière anarchique vont nuire forcément à ces espaces-là. Le réchauffement climatique aussi impacte directement sur la manière dont on va pratiquer, la manière dont on va switcher entre les activités. Je prends un exemple, voilà, pas de neige l'année dernière, cette saison c'était un petit peu mieux, mais l'année dernière, beaucoup de gens sont passés du ski de fond au vélo très rapidement et on s'est retrouvé avec beaucoup d'itinérance à vélo dès le mois de février, ce qu'on avait rarement observé auparavant. Donc le réchauffement climatique a un impact aussi direct sur la manière dont on pratique les activités. Et donc cet équilibre, il est à la fois nécessaire pour préserver ces milieux naturels et donc biodiversité, les habitats, la faune, la flore, et puis aussi respecter les gens qui y travaillent, les agriculteurs, les forestiers, les habitants également. Et tout ça dans une dimension de pouvoir garantir un peu l'accès aussi à ces espaces-là. Il y a aussi cette dimension qui est très forte et la pérennité aussi de l'offre de loisirs et de sports de nature qui prend place dans ces espaces-là, puisque, en tout cas sur le territoire du parc de Haut-Jura, le tourisme, qui est une activité économique largement prédominante, est basé sur les loisirs et sports de nature et donc finalement la fréquentation de ces espaces-là. Donc à un moment donné aussi la question se pose de comment on garde un accès pérenne à ces espaces-là et du coup à ces activités et du coup à cette activité économique touristique. Voilà pour le contexte. Le programme Quiétude-Attitude a émergé en 2018 en collaboration dans un premier temps avec le parc naturel régional du Ballon des Vosges. Et tout de suite, l'esprit de ce programme, c'est celui que vous avez à l'écran, c'est l'idée de pouvoir sensibiliser les pratiquants en respectant, en ayant conscience de l'environnement dans lequel on va pratiquer avec des bons gestes. Alors gestes, j'ai pas mis de guillemets sur la présentation, mais je mets toujours moi des guillemets quand je l'explique à l'oral parce que ça peut être un peu perçu comme péjoratif, ou en tout cas d'avoir voilà, une bonne attitude, entre guillemets, par rapport à l'environnement dans lequel on va évoluer. Et tout ça, évidemment, comme je l'ai dit, en respect des femmes et des hommes qui y travaillent. Et l'idée, c'est d'avoir une attitude plutôt positive par rapport à ça et de ne pas être restrictif. Et encore une fois, on n'a pas de pouvoir réglementaire, donc l'idée, on est vraiment sur un aspect, une approche, pardon, de sensibilisation qui ne va pas altérer le plaisir de pratique. Il y a 2-3 choses qu'il faut avoir à l'esprit, mais en gros, ça ne va pas changer la manière dont on va pratiquer nos loisirs et sports de nature. Alors ne prenez pas peur par rapport à ce schéma, je vais le passer assez rapidement, mais juste pour vous montrer que l'idée, dès le départ, c'était d'avoir une approche qui était transversale et qui s'adresse à la fois, on va dire, aux professionnels du tourisme, et je vais y venir juste après, et à la fois aux pratiquants. On a tout de suite voulu avoir, de pouvoir agir de manière large, un petit peu en sous-marin, en back-office, on va dire, par rapport aux professionnels du tourisme, et puis directement communiquer, de faire de la sensibilisation auprès des pratiquants. L'idée, c'est d'avoir aussi un programme qui soit pérenne dans le temps, qui soit évolutif en fonction aussi des nouveaux enjeux qui peuvent apparaître, de pouvoir co-construire aussi des actions de communication et de sensibilisation. L'idée de co-construction, elle est très importante parce que le programme sans ses partenaires, il n'existe pas. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une boîte à outils, je vais y venir juste après aussi,
et un observatoire, alors plutôt lié aux fréquentations. C'est un autre sujet sur lequel on travaille au parc, sur lequel on travaille. On essaye de définir une méthodologie qui permet de définir une capacité de charge de certains sites et certains espaces naturels. Voilà, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il va de pair avec ce programme qui étude l'attitude, parce qu'il permet aussi directement, concrètement, sur le terrain, de mettre en place des outils. Très rapidement, 4 gros items, on va dire. Le programme qui étude l'attitude, c'est un gros chapeau sous lequel on a rassemblé des actions qui existaient déjà au parc ou créé des nouvelles. On a à la fois des actions de sensibilisation. Depuis une dizaine d'années, le parc met en place des actions de maraudage, je vais y venir juste après. Des formations, on fait beaucoup de formations à destination des professionnels et des futurs professionnels. Des outils d'accompagnement pour les organisateurs de manifestations sportives. Là, on travaille aussi un peu en complément de ce qu'a pu élaborer Madeleine sur la charte. On a un outil cartographique que je présenterai très rapidement par la suite, qui permet d'aider les organisateurs de manifestations sportives sur le volet environnemental. Et puis, comme j'expliquais, des actions de communication qui sont plutôt à destination du grand public, mais aussi des professionnels. Très rapidement sur le maraudage, pour vous expliquer le principe, c'est des accompagnateurs en montagne qui sont formés par le parc et qui vont directement déambuler sur des sites à enjeu qui sont identifiés auparavant par le PNR et les EPCI. Et en gros, on a, ça dépend des années, entre 70 et 80 journées qui sont déployées sur le printemps et l'été, principalement. On en avait l'hiver, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, peut-être que ça reviendra. Et l'idée, c'est d'aller directement au contact des pratiquants et en tout cas des usagers des sites pour les sensibiliser à la fois sur les enjeux environnementaux, mais aussi sur la cohabitation avec les autres pratiquants, la cohabitation avec les autres activités, sur le bivouac, sur les risques liés au feu, aux incendies, etc. Donc ça, c'est un dispositif qui nous permet, je crois, aujourd'hui de toucher plus de 21, on a des comptes assez précis, mais c'est 21 500 personnes touchées depuis 9 ans, et c'est 5 000 personnes en moyenne touchées par an sur 11 sites à enjeu. Donc ça, c'est un des outils de la boîte à outils qui étudie l'attitude. Sur les formations, on a plusieurs volets aussi de formation. Elles sont gratuites et dispensées en fait un peu à la demande, alors soit auprès directement des personnels des offices de tourisme, ou des professionnels qui soient hébergeurs, loueurs de matériel, etc., etc. Et l'idée, c'est d'apporter des éléments de compréhension par rapport aux enjeux environnementaux liés aux pratiques de loisirs et sports de nature. Ça peut être aussi des éléments réglementaires quand on nous le demande. Il y a pas mal d'espaces réglementés au cœur du parc, alors qui ne sont pas gérés par le parc, mais qui sont partie intégrante du parc. Donc on amène aussi des éléments d'information là-dessus. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir aussi dispenser des éléments de langage qui sont aussi déployés sur les supports de communication que je vais vous montrer juste après, pour que, éventuellement, le professionnel qui est au contact du pratiquant et du client, en fonction aussi du temps en contact qu'il a, c'est pas forcément simple, mais en tout cas, qu'il ait en tête qu'il y a quelques éléments qu'il peut diffuser directement à son client dans le cadre de son activité professionnelle. Donc ça, c'est des formations qu'on dispense depuis 3 ou 4 ans, un peu à la demande. Et puis, on intervient aussi sur des formations plus professionnalisantes, notamment au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, après Manon, qui voit passer l'ensemble des futurs accompagnateurs en montagne, guides de haute montagne, moniteurs de ski nordique, moniteurs de ski alpin. Donc là, on a une convention de partenariat avec eux et on intervient sur 11 journées de formation dans le cadre du tronc commun aux formations au métier de la montagne, où on aborde cette notion à la fois réglementaire et à la fois de bonne pratique, et un petit peu plus focalisé aussi sur la notion de dérangement de la faune. Donc on est sur une partie et des apports un peu plus scientifiques, mais toujours dans l'esprit d'avoir une transmission en fait d'éléments aux futurs pratiquants. La plateforme pour les organisateurs de manifestations sportives, qui fait aussi partie de cette boîte à outils, a été déployée il y a 2 ans. L'idée, c'est de pouvoir accompagner l'organisateur en amont de sa manifestation, et notamment lorsqu'il élabore ses parcours, uniquement sur le volet environnemental. On ne va pas intervenir sur d'autres volets comme la sécurité ou autres. Nous, l'idée, c'est de faciliter le parcours de l'organisateur
par rapport aux démarches environnementales, c'est pas forcément simple à s'y retrouver. Il y a aussi tous des éléments de calendrier qu'il faut anticiper et qui sont pas forcément connus. Mais l'idée, c'est de pouvoir importer un tracé GPX ou de créer directement un tracé GPX sur la plateforme et de pouvoir instantanément générer ce qu'on appelle un rapport d'enjeu qui permet d'un coup d'œil de voir quels sont les principaux enjeux liés au parcours. Alors, il y a à la fois des enjeux environnementaux, mais il y a aussi à la fois un enjeu lié au respect, on va dire, des itinéraires officiels. C'est pas réglementaire, il n'y a rien de réglementaire là-dedans, mais l'idée, nous en tout cas, au parc, c'est de dire un événement qui est le plus vertueux possible, c'est celui qui va emprunter le plus d'itinéraires officiels pour éviter maximum le dérangement d'espèces quand on emprunte des sentiers qui sont moins fréquentés. On sait qu'on ne peut pas forcément tout le temps le faire. Les intérêts sportifs aussi ne sont pas forcément forts quand on reste que sur le PDIPR, mais l'idée, c'est de trouver le bon ratio, et cet outil, il permet de le faire. Et il permet également alors là, je vous ai mis une copie d'écran du document PDF que l'on peut générer, zone par zone, de rappeler la réglementation si c'est une zone réglementaire, la période de sensibilisation, d'avoir des contacts aussi de personnes pour pouvoir se renseigner et organiser l'événement, et aussi des recommandations générales et bonnes pratiques qui renvoient à la charte que Madeleine a présentée juste avant, pour avoir un petit peu un mémento de l'organisateur à travers ce rapport d'enjeu. C'est pas une obligation. Moi, je travaille énormément avec les organisateurs de manifestations sportives en amont pour les accompagner, et on va dire que c'est la première pierre de la construction de l'événement. En tout cas, avant dépôt obligatoire sur le site de la préfecture, si on a travaillé en amont ensemble sur l'ensemble avec l'organisateur sur l'ensemble de ces enjeux, le dépôt finalement en préfecture, il est presque une formalité. Voilà, c'est beaucoup plus délicat quand le dossier est déposé au dernier moment sur la plateforme de la préfecture pour avis, et c'est là où il peut y avoir des blocages ou des discussions un peu hâtives parce qu'on est à moins d'un mois ou 2 mois de l'événement. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir anticiper, d'accompagner l'organisateur sur ces sujets-là. Et puis sur le volet grand public, donc là on était vraiment sur le volet professionnel, outils à destination des professionnels. Sur le volet grand public, là on est clairement sur des campagnes de communication en fait. On a pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on va dire priorisé 8 gestes qu'on appelait les 8 mantras quiétude attitude, qui sont en fait 8 thématiques qui nous semblent, nous, importantes à sensibiliser sur le territoire. Donc ça peut être les nuisances sonores, ça peut être le respect des pâtures, les chiens domestiques en laisse, le bruit, etc., etc. Je ne vais pas tous les passer, mais l'idée c'est que derrière ces 8 gestes, alors on a fait le choix d'une identité graphique assez forte qui plaît ou qui plaît pas, mais en tout cas ça attire quand même l'œil, et l'idée c'est de pouvoir derrière chaque geste apporter des éléments de compréhension du pourquoi, si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe, et surtout, encore une fois, d'être dans le positif et de dire, OK, qu'est-ce que je dois faire quand je traverse une pâture, qu'est-ce que je dois faire quand je suis en bivouac, etc., etc. Donc, on a ces gestes qui sont on va dire, individualisés, et après, on a des affiches par geste, je ne vais pas tous vous les passer, avec un petit peu plus de descriptif sur le pourquoi du comment. On a aussi des affiches qui regroupent ces gestes, plutôt thématiques. Pour l'instant, alors ça c'est vraiment tout récent, hein, c'est sorti il y a 1 mois et demi. On va passer à la distribution, à la diffusion dans le prochain mois, donc c'est pas encore accessible, en tout cas en version papier. Mais l'idée c'est aussi d'avoir des affiches thématiques. Et puis on a aussi créé des sous-bocs, alors qui seront diffusés dans un premier temps aux marques et parcs. Donc on a un label, hein, la marque Valeur Parc, qui permet de labelliser un certain nombre de professionnels agricoles ou touristiques. Et l'idée, c'est de leur mettre à disposition des sous-bocs. Donc ce sont ces sous-verts, hein, que vous pouvez retrouver dans les bars et restaurants, où on a le visuel, on retrouve le geste et l'explication derrière de la bonne attitude, on va dire, à avoir, et quels sont finalement les impacts si je ne le fais pas. On a également créé quelques goodies, des gourdes. Alors pareil, on n'en a pas beaucoup pour l'instant, mais l'idée c'est de pouvoir aussi communiquer via un jeu concours sur les réseaux sociaux et pouvoir faire gagner notamment
ces gourdes-là. On a aussi créé des vestes pour les maraudeurs, donc vous voyez, tout est un peu lié. Les accompagnateurs en montagne sont aussi, on va dire, ambassadeurs quiétude attitude avec cette ligne de vêtements qu'on a créée l'année dernière. Et puis, dernier élément, j'en aurai fini ensuite, on met à disposition aussi des panneaux de sensibilisation, alors plutôt à destination des agriculteurs, qui ont des soucis par rapport aux traversées de pâture, aux chiens qui pourraient aussi divaguer, notamment à travers les troupeaux. Donc on a eu une certaine demande de certains agriculteurs par rapport à ça. Donc on a créé un ensemble de panneaux que l'on met gratuitement à disposition et que l'on récupère en fin de saison. Et ces panneaux vont être vraiment disposés sur les endroits qui peuvent poser souci pour pouvoir sensibiliser directement les pratiquants. On a aussi pas mal travaillé sur les chiens de protection, puisque c'est une thématique qui est en augmentation sur le territoire du parc, et pas que sur les troupeaux ovins, mais aussi bovins maintenant, puisque beaucoup d'agriculteurs commencent à protéger les troupeaux de vaches avec les chiens de protection. Donc c'est aussi quelque chose dont on n'a pas l'habitude sur le territoire du parc, et sur lequel il faut sensibiliser. Donc on a sorti ce panneau-là, et puis on a également créé des vidéos que vous pouvez retrouver sur le YouTube du parc, sur les comportements adoptés. On a 2 vidéos, une plutôt en randonnée et une plutôt orientée vélo et VTT. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment Quiétude Attitude, c'est un programme et une boîte à outils qui est très large, avec des outils à disposition de tous, et puis souvent finalement aussi au cas par cas avec les EPCI, les porteurs de projets. On travaille ensemble sur fournir des rédactionnels sur les thématiques en jeu du programme, des interventions aussi auprès de partenaires privés. Voilà, je travaille notamment avec Xavier Thévenard sur des stages trail pour sensibiliser les pratiquants à ces éléments. Des organisateurs aussi d'événements sportifs. J'ai beaucoup travaillé avec l'Ultra 01. On a aussi intervenu auprès de leurs bénévoles qui souhaitaient avoir des informations sur comment le parc travaille avec l'organisateur, puisque en fait il y a toute la partie relation avec l'organisateur. Les pratiquants, même les bénévoles, n'ont pas forcément idée de la masse de boulot que ça représente. On n'est pas juste à tracer un itinéraire sur une carte, il y a beaucoup de travail en amont. Donc voilà, c'est un petit peu au cas par cas, mais le parc aussi, c'est un outil qui est fait pour ça, donc il ne faut pas hésiter à s'en saisir et puis à nous solliciter. Mais voilà, le programme Quiétude Attitude, il se veut encore une fois très large, et en complément aussi de tous les travaux que l'on mène sur la fréquentation des espaces naturels. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Julien. Alors, il y a une question, c'est comment peut-on accéder à cette plateforme pour les organisateurs de manifestations? Il y a un lien où on arrive directement depuis le site du PNR? C'est ça, oui, tout à fait. On a une page sur le site du PNR, j'ai plus le titre de la page en tête, mais c'est organiser un événement. Et il y a un bouton pour s'inscrire, c'est uniquement sur inscription. Enfin, il y a juste un mail à rentrer et puis un mot de passe, et vous accédez après à cette plateforme-là. Et sinon, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour s'il y a un souci. Ouais. Voilà, et c'est même chose parce qu'il y a une autre question sur obtenir la copie des présentations. Donc je rappelle que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez revenir sur les présentations, mais sinon on peut peut-être aussi t'adresser un mail pour Bien sûr, ouais, avoir n'hésitez pas. les infos. D'accord, ok. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Mehdi, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci Madeleine, merci Julien pour ces belles présentations. Madeleine, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur nos événements. Julien, je ne te connais pas, mais avec plaisir de parler plus tard de tout ce que tu as pu dire. Je n'ai pas pu bénéficier de la présentation de Julien. Je ne sais pas si je suis le seul, ça ne s'affichait pas. J'espère que vous pourrez voir la présentation quand je vais partager l'écran. Voilà, je me présente, Mehdi, je suis organisateur et je représente l'association Les Intenses Sessions qui œuvre sur le territoire du département depuis 2019. Nous organisons plusieurs événements de taille raisonnable et depuis l'année dernière, un événement un peu plus grand qui s'appelle l'Ultra Très Grand Colombier. Dans cette petit temps de retour d'expérience, j'ai choisi de vous parler de 2 éléments précis que je vais détailler. Voilà, l'Ultra Très Grand Colombier, c'était une première édition en 2025. C'est un événement qui parcourt un territoire de 23 communes sur 4 communautés de communes. Nous avons eu 3000 coureurs pour la première année et tout cela, mis bout à bout, fait que les enjeux étaient grands
et que la question de l'impact environnemental était un sujet à prendre au sérieux dès le départ. Quand on parle d'impact environnemental, c'est vrai que c'est difficile de le quantifier, il touche à plusieurs domaines. Aujourd'hui, je vous parlais de la mobilité. C'était un élément plus facilement quantifiable. On pourrait aussi parler de la gestion des déchets, des approvisionnements en termes de marchandises. Et je vous parlerai aussi du milieu naturel, parce que l'Ultra Très Grand Colombier se déroule sur un espace en partie protégé, le Grand Colombier. Voilà, on pourrait parler également voilà, de la notion de déplacement ou de destruction de certaines espèces. Et c'est à cela qu'il faut prêter attention quand on organise ce genre d'événement. Notre démarche, quand on a créé le Grand Colombier, quand on a créé l'Ultra Très Grand Colombier, par rapport à d'autres événements qu'on avait avant, qui étaient plus petits ou pas sur des espaces protégés, c'était de réunir tous les acteurs justement pour comprendre vraiment ces enjeux, à savoir que la signature de la charte qui a été faite en décembre 2025, elle a été faite d'ailleurs le jour d'un de nos événements qui s'appelle le Trail Nocturne au Bugey, n'existait pas encore quand on a commencé à travailler sur l'Ultra Très Grand Colombier. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je pense que la charte est vraiment l'outil idéal pour tout organisateur qui débuterait l'organisation d'événements. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux événements. Donc, je salue vraiment le travail qui a été fait sur cette charte qui est l'outil idéal pour organiser ou pour avoir voilà, la connaissance. Donc, nous, quand on a commencé l'élaboration de cet Ultra Très Grand Colombier, l'idée, c'était de monter en compétence, de comprendre les enjeux et justement de trouver les bons interlocuteurs. Donc, parmi ceux-là, à environ 12 à 18 mois avant l'événement, c'est-à-dire à partir d'avril 2024 pour un événement qui s'est déroulé le 26 mai 2025, on a réuni autour d'une table tous les, tous les organismes. Je parle du département, il y avait les collectivités, il y avait le Conservatoire des espaces naturels, il y avait Natura 2000, il y avait la DTT, la Direction départementale des territoires, il y avait l'ONF, les alpagistes. On peut aussi parler des chasseurs, des propriétaires terriens. Et donc, du coup, on a pu présenter ce projet-là et connaître un petit peu quels sont les enjeux et dans quel ordre on doit opérer pour bien organiser un événement de la sorte. Voilà. Voilà, notre démarche, en tout cas, depuis cette première édition, comme a été dit tout à l'heure, c'est l'amélioration continue. C'est-à-dire on ne peut pas être parfait, mais on peut toujours se poser la question de comment améliorer cela. Je vais vous parler de deux sujets précis parce que le temps est assez court et on pourra en parler, à mon avis, toute la journée. Mince. Merde. Est-ce que vous m'entendez? On voit l'écran si t'entends. Ok. Désolé, je crois que j'avais coupé le. C'est bon, si vous m'entendez, je crois que j'avais coupé la visio. Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui. Super. Je crois vraiment que j'avais coupé la visio, désolé. Hop là, je vous montre ça en diaporama. Donc voilà, bon bah c'est parfait. J'ai cru que j'étais vraiment plus là et c'est mieux comme ça. Donc on travaille avec un organisme qui s'appelle le Trail by Train Tour, initié par le magazine Zatopek et donc qui est voilà un sorte de challenge qui fait la promotion du déplacement en mode doux, c'est-à-dire le déplacement en train. C'est un magazine belge, on est 16 événements présents sur ce challenge-là, dont l'Eco-Trail de Paris, le Grand Trail du Lac, l'Échappée Belle, donc 16 beaux événements, et on a pu intégrer dès notre première année ce challenge. Ce qui était Mehdi, intéressant. Oui. excuse-moi, je te coupe, je suis pas sûr qu'on ait le bon document à l'écran. On a un tableau Excel, je suis pas sûr que ce soit ça. Ouais, désolé. Non, je te coupe, je suis désolé parce que Ouais, tu fais bien, merci. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire? Est-ce que là, vous avez quelque chose? Non? Toujours Ok. le même. Ça, je suis pas un expert là, dans le domaine, hein. C'est pas. Hop. Est-ce que là, vous avez quelque chose? Toujours le même document. Pas un tableau Excel. J'ai compris.
Là, par contre, j'ai l'impression que Mehdi est parti. Alors, voilà. Ok, je suis désolé, ça ressemble à une grande blague. Je vais pas faire de présentation, je vais vous faire ça à l'oral, ce sera plus Oui, simple. voilà, oui, voilà. Donc, ouais, mais, désolé. Je vous parlais donc du coup du Try by Train Tour, donc qui fait la promotion des déplacements en train et donc des modes doux. Et on s'est concentré avec le Try by Train Tour à montrer un petit peu quel était l'impact lié au déplacement. C'est l'impact le plus grand sur l'organisation d'un événement. Euh, et nous avons pu, avec eux, justement, créer, via un outil, dimensionner la consommation en termes de dépenses de carbone, le calcul de l'empreinte carbone du transport de notre événement. Pour cela, on a fait une demande à chaque participant voilà, de connaître le moyen de transport et la distance liée à sa venue. On a rentré ça dans un outil qui nous a permis d'avoir un calcul de cette empreinte carbone de transport qui, pour nous, a été déterminé à 35. C'est 35 kg de CO2 par participant. Ce qui était intéressant de voir, c'est que les événements euh, qui ne sont pas urbains comme l'Éco-Trail de Paris ont un impact beaucoup plus fort lié au déplacement, parce que bien sûr, euh, il n'y a pas un réseau développé de bus, de trains, de modes doux. Et donc, pour la suite, voilà, donc il est important pour nous d'essayer d'améliorer cette empreinte-là et ce sujet-là. Donc, on sait qu'on a une consommation de 35 kg de carbone. À nous de développer d'autres outils pour améliorer ceci. Voilà, donc dès l'élaboration de l'événement, on a pris en compte justement le réseau des trains, les horaires d'arrivée en gare. On a proposé, là je vous fais vraiment une liste rapide, des logements gratuits pour ceux qui venaient en train, des sortes de solutions pour favoriser tout ça. Euh, Ensuite, concernant du coup le deuxième sujet, un parcours qui se déroule en milieu naturel fragile, grâce du coup à cette réunion, on a pu vraiment mettre en évidence que le Grand Colombier est un espace protégé euh, et donc qu'il fallait vraiment pouvoir sensibiliser le participant au fait qu'il traverse un territoire protégé. Parmi cela, on a le marais de Vaud. On a différentes zones sur le Grand Colombier, comme des zones de protection du biotope, de forêt. On a la présence d'espèces euh, endémiques ou autres espèces, comme le triton crété. On a une espèce de papillon également. Donc tous ces éléments-là ont été à prendre en compte pour l'élaboration de l'événement. Et ensuite, nous avons pu éditer voilà, un élément que je peux pas vous montrer. Donc, c'est un guide coureur. Et notre choix est de vraiment sensibiliser le coureur en amont pour qu'il puisse prendre conscience avant l'événement euh, dans le territoire lequel il allait pouvoir courir. Voilà. Euh, Concernant aussi d'autres éléments voilà, qui ont fait part suite à la réflexion, c'était de pouvoir mesurer et de minimiser l'impact sur la faune en positionnant voilà, divers éléments, comme par exemple ne pas créer, comme l'a dit Julien, ne pas créer de nouveaux chemins, d'utiliser un maximum les GR existants. Pour les ravitaillements, on a optimisé cela en essayant de proposer des ravitaillements en dur et pas des ravitaillements en pleine nature. Euh, on a essayé de biosourcer au maximum nos denrées, nos achats, de trier nos déchets et aussi bien sûr d'utiliser des gobelets réutilisables. Voilà ce que je peux dire sur deux éléments clés de cette première édition. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous montrer les images.
Et voilà à peu près le retour d'expérience qu'on peut avoir sur ce sujet. Je vous remercie. Et par rapport à tout ça, toutes ces choses mises en place, les participants réagissent plutôt bien Alors oui, à ce que vous proposez. Oui, en effet, le participant, lui, donc, n'a pas forcément euh, vocation à se plaindre de sorte pardon, de, de ces de- propositions, et voilà, de ces puis, propositions ouais, qu'on a voilà. faites. Par exemple, on a utilisé pour la sensibilisation en amont, mais aussi le jour de l'événement, du panneautage qui a été disposé sur le parcours. Il y avait une zone dédié à un passage en silence. Donc, pour la zone de protection du biotope, on a fait des traversées en silence et on a été très étonnés de voir que les participants ont joué le jeu et sur ces zones-là ont été plutôt respectueux. Super, super. Ben, merci beaucoup, Mehdi. Merci. Cyprien, c'est à toi pour ton retour d'expérience. Bonjour tout le monde, pour ceux qui... Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Partager rapidement. Est-ce que vous le voyez apparaître? Voilà, c'est parfait. En tout cas, moi, je vois. Voilà, super. Moi, je veux vous parler, bon, ça va changer un peu de montagne, hein. On va parler un petit peu de la plaine, notamment de la Dombe, des étangs des Dombes. Non, deux sujets un peu plus précis. Vous parlez de l'ENS de l'étang Prel. Il y a un ENS situé sur la commune de Valin, dans la Dombe, sur la communauté de communes de la Dombe. Donc c'est un site qu'on gère à la communauté de communes, où c'est un petit site qui comprend entre 6 et 10 000 visiteurs par an. Et en fait, il y a eu des projets depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans, d'essayer de renaturaliser un petit peu le site. Le site, pour le coup, était un site qui était ouvert au public, où il y avait une boucle qui faisait le tour de l'étang. Et en fait, l'idée était derrière on a posé un petit peu des questions aux personnes qui fréquentaient le site, un petit peu par rapport à une vision de la disparition de la faune qu'on avait constatée en disant on voyait de moins en moins d'oiseaux et de moins en moins d'oiseaux intéressants. Et sur un ENS, ce qui devient intéressant, c'est d'avoir cette démarche d'observation de la nature, tout en essayant d'avoir un côté sensibilisation au public. Donc là-dessus, enfin dans les grands cadres de la renaturation, on a essayé de commencer à revégétaliser le site, mais de suite, il s'est posé des grandes questions de remarques mais le site est plus entretenu, c'est mal géré, il laisse pousser des plantes de partout. Donc là-dessus, on a essayé de faire des réunions avec les communes, avec du coup les deux communes voisines qui sont Valin et Chanin, deux petites communes, et essayer d'avoir des panneaux de sensibilisation sur le site en essayant d'expliquer pourquoi on essaie de revégétaliser un peu le site. Parce qu'en fait, la première question, c'était qu'il y avait de moins en moins de points de vue. Les gens pouvaient voir le moins possible l'étang autour de la boucle. Et en fait, l'idée était, comme vous voyez sur la photo du bas, d'avoir plusieurs points de vue observatoires pour que les gens puissent derrière observer la faune tranquillement en ayant gardé une tranquillité des oiseaux sur le site. Ce qui nous a permis de voir, là, depuis ces 2 dernières années, de revoir des espèces qu'on ne voyait plus, qui avaient disparu du site, refréquenter cet étang-là. Donc, c'est des choses qui ont bien marché. On a dévié des sentiers, on a canalisé un peu mieux le public, parce que des fois, ils avaient tendance à aller un peu à droite, à gauche, sortir. On a créé une zone de quiétude qui est assez importante sur une partie du site qui est fréquentée une partie de l'année, mais pendant la partie de reproduction des oiseaux qui est fermée.
Donc voilà, et puis après on a essayé de sensibiliser sur d'autres questions parce que les étangs des Dombes, l'étang est géré traditionnellement comme un étang classique en Dombes qui est des ASEC, des étangs cultivés. Donc l'ASEC, c'est qu'en fait pendant un an l'étang est mis hors d'eau, donc il n'y a plus d'eau dans l'étang, et souvent cultivé. Il y a des aménagements faits comme un curage de la partie centrale de l'étang, ce qui permet un maintien de la pisciculture dans les temps. Donc, les temps est géré traditionnellement avec une gestion, un empoisonnement piscicole. Et derrière, comme la plupart des étangs en Dôme, permettent de produire du poisson. Voilà, donc il y avait des pratiques qui posaient question comme le piégeage. Nous, on a une espèce exotique envahissante qui est le ragondin, qui est présent sur la totalité des étangs et qui amène qui amène une dégradation des ceintures de végétation et aussi une dégradation des infrastructures qui permettent de garder l'étang en eau. Donc là-dessus, on est obligé de piéger le ragondin et, pour essayer de maintenir des belles roselières sur le site. Voilà, donc là c'était un petit peu un point rapide sur les temporelles. Et puis après, je voulais aborder une autre question avec vous. C'est en fait, là, depuis quelques années, on a une pratique qui s'est démocratisée en Dôme, qui est l'affût flottant. Donc c'est des petites cabanes où les photographes animaliers se cachent à l'intérieur et parcourent l'étang pendant la période de reproduction des oiseaux. En long, en large, en travers, essayent d'approcher les oiseaux pour essayer de les prendre en photo. Voilà, donc avec cette pratique-là, ils sont 3 ou 4, on va dire, petites entreprises où en fait ils proposent des stages photos où ils vont démarcher des propriétaires d'étangs et installer ces petits affûts. Et en fait, il est possibilité par ces 4 personnes qui ont monté une petite entreprise de pouvoir faire un stage sur une semaine et de louer soit un affût flottant comme ça et de parcourir les temps et de faire du dérangement de la faune sauvage parce que, comme vous pouvez voir sur la photo dans le dessous, la photo du bas, c'est un affût flottant qui est au milieu d'un nénuphar, au milieu d'une colonie de guiffettes moustaki, qui est une espèce sur liste rouge en France et qui est une espèce en jeu, nous, pour le territoire. Donc, à ce sujet-là, on a essayé de les rencontrer, ces personnes-là, essayer de leur expliquer. Et en échangeant avec eux, en fait, on s'est rendu compte que ils n'étaient pas souvent des fois présents sur place. Donc, il est possibilité de réserver directement sur Internet un stage. Ils envoient des coordonnées avec des points précis et tout ça. Et en fait, ces personnes-là vont directement dans les affaires flottants et ne sont pas rencontrées, ne sont pas formées. C'est souvent des fois des personnes voilà, qui n'ont pas forcément une grande sensibilité à la nature, qui veulent juste faire des photos d'oiseaux et du coup qui viennent. Donc tout ça là-dessus, on les a rencontrés lors d'une réunion et on a essayé de créer une charte avec eux, une charte entre guillemets, de bonne conduite et d'essayer de mettre des règles, des positionnements à respecter pour éviter le dérangement, de ne pas rentrer dans les massifs d'herbiers, etc., etc. Donc là-dessus, ça a été un gros volet. On commence tout juste. Et on va essayer de rencontrer toutes les personnes individuellement maintenant pour essayer de voir comment on peut encore plus améliorer euh, ces- ce questionnement-là qui est pour nous un grand facteur de dérangement. On, en fait, on fait souvent appel à la chasse ou des choses comme ça sur le territoire, parce qu'on est sur un territoire assez chassé, les étangs des Dombes. Mais en fait, hors chasse, il y a aussi d'autres dérangements qui peuvent être particulièrement impactants pour la faune et la flore, hein, parce que du piétinement des fois des massifs de végétation. Euh, donc là-dessus, voilà, je voulais vous partager deux petits points précis sur lesquels on a des activités Et avec un par dérangement. rapport excuse-moi, c'est priant, mais par Mhm. rapport à ces affûts flottants, il y a des demandes d'autorisation pour installer un affût flottant? Alors, c'est en fait comme c'est en lien directement avec des propriétaires privés. En fait, Privé? ils passent pas D'accord. par nous.
Et en fait, souvent, ils proposent une petite rémunération aux propriétaires privés. En contrepartie, il lui ouvre son étang une partie de l'année pour pouvoir faire la pratique de l'appui flottant sur l'étang en question, ou même plusieurs étangs, ou la propriété, la propriété. Voilà. D'accord. Donc, Mais ça ne passe pas par une autre autorisation qui serait délivrée par la commune? Non, voilà. Non, d'accord. Voilà, c'était juste les deux petits points que je voulais aborder avec vous, si vous avez des questions. Merci. Je ne vois pas de questions dans l'onglet conversation. Si vous en avez, hein, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, par rapport à tout ce que vous avez dit, je retiens qu'en fait, on est vraiment sur un sujet de grande transversalité, hein, et puis que l'idée de toutes les mesures qui sont mises en place, de tous ces outils proposés, il y a vraiment cette idée de bien vivre ensemble, hein, que ce soit différents domaines d'activité ou que ce soit habitants, touristes, et puis que c'est quand même un travail qui est en perpétuelle adaptation parce que bah voilà, c'est la vie, quoi. Donc c'est toujours en mouvement et ça bouge toujours, et ça, c'est très très bien en tout cas. Ça m'a fait penser aussi, les sujets, enfin le sujet-là, à deux formations qui sont proposées par Trajectoire Tourisme et qui pourraient peut-être intéresser certains d'entre vous. Et il y a notamment une formation au mois de mai, le 21 mai à Lyon, qui s'intitule Comprendre les responsabilités liées à l'organisation ou la promotion des activités de pleine nature. Et une autre formation que j'ai repérée, développer une offre écotourisme sur son territoire. Alors là, on a un peu plus de temps puisqu'elle se déroulera à la fin de l'année, 30 novembre et 1er décembre, à Clermont-Ferrand. Donc, si certains sont intéressés par ces formations, ben, vous allez directement sur le site internet de Trajectoire Tourisme pour avoir des infos complémentaires ou pouvoir vous inscrire. Je pense qu'on va clore ce webinaire. Donc, encore un grand merci à nos invités pour leur présentation très riche, hein. C'est un sujet, encore une fois, qui est vraiment très, très intéressant et riche. Merci à vous tous pour votre participation. Vous allez donc recevoir le replay de ce webinaire à la suite de la session. Je vous invite à rester, hein, en contact, comme toujours, avec un tourisme, en tout cas la newsletter, pour avoir donc les prochains programmes, sachant que le prochain webinaire, ce sera le mercredi 20 mai, et nous parlerons des produits et des services locaux, comment mieux les connaître pour mieux les valoriser auprès de ses clients. Je vous souhaite une belle journée à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir.